Aujourd'hui les amis, je vais vous parler d'une mystérieuse affaire qui dure depuis 70 ans. Elle est complètement incroyable, vous allez voir. Je sais pas si vous vous rappelez de l'affaire du col de Dyatlov, sur laquelle j'avais fait une vidéo d'ailleurs. Et bien là, on se rapproche presque autant niveau étrangeté sur cette affaire. Et donc partons immédiatement en Finlande pour découvrir ce qui s'est passé. C'est extrêmement bizarre. On n'est pas très loin d'un endroit qui se nomme Vaita, et tout ceci se passe le 4 juin 1960. Faut savoir qu'en Finlande, il y a énormément de lacs. Il y en a à peu près 200 000 dans tout le pays. Mais ici, pour cette étrange affaire, on part pour le lac de Bodom. On a 4 personnages principaux pour cette histoire très sombre. 2 filles et 2 garçons. En fait, ce sont 2 couples. Mayla et Enja, qui ont 15 ans, avec Nils et Seppo, 18 ans, leurs copains respectifs. Ils étaient donc vachement jeunes, vous me direz. Surtout un peu jeunes pour aller camper seuls dans la nature près du fameux lac Bodom. Ce lac n'est pas immense à proprement parler. Pour que vous imaginiez mieux les lieux, le voici. C'est un lac, comme on en trouve énormément en Finlande, de 3 km de long pour 1 km de large. Pas très profond également, puisque la profondeur maximale est de 12 mètres. Sur les bords, il est arboré de différents arbres. Justement, un endroit propice pour faire du camping sauvage. Donc, le 4 juin 1960, qui est un samedi, Enja, Mayla et leurs 2 copains partent faire du camping sauvage dans cette zone. Ils arrivent en moto près du lac et cherchent un endroit cool pour passer la nuit. Ils finissent par trouver un endroit sympa près du manoir d'Oita. Juste ici, comme vous pouvez le voir sur cette carte. D'ailleurs, il y a un truc qui est très bizarre, c'est que moi, en allant sur Google Maps pour mes recherches, notamment dans les photos que font les gens, eh bien, on peut voir qu'à cet endroit exact, des gens font encore du camping avec un feu, comme l'ont fait Enja, Mayla et leurs copains. Alors, est-ce que c'est dans un but plus ou moins glauque, pour passer une soirée un peu gore, je sais pas, mais je trouve ça vachement étrange. Des gens partagent même sur leur Google Images des croix taillées dans les arbres. Bon, en bref, cette histoire, elle a tellement marqué les Finlandais que même aujourd'hui, les mecs, ils vont sur Google mettre des images du lieu où il se passait des trucs bizarres. Bon, comme je le disais, ils finissent donc par trouver cet endroit qui est une petite péninsule au bord du lac. Ils avaient amené du matériel pour s'occuper, notamment des cannes à pêche, car le spot en question où ils se sont posés est connu pour avoir pas mal de poissons, justement. Vers 20 h et durant quelques heures, ils se mettent donc à pêcher. Ils retournent ensuite au campement et vers minuit, ils se mettent au lit. La nuit passe un peu, quelques heures plus tard, entre 1 h et 4 h du matin, ils se réveillent pour retourner pêcher. Puis retournent encore une fois se coucher. Et c'est à ce moment précis qu'il s'est passé quelque chose d'hyper troublant, voire horrible. Le matin se lève sur le lac de Bodom. Il est 6 h du matin. Des ornithologues amateurs étant dans le coin pour observer les oiseaux. Et d'après leurs témoignages, ils voient au loin le campement des 4 jeunes venus passer la soirée. Ils observent là un homme avec les cheveux blonds sortir d'une des tentes. Mais bon, ils cherchent pas plus loin, pour eux, il n'y a rien de spécial. Comme aussi, ce jeune pêcheur de 14 ans qui a vu à 50 mètres de lui, au même moment, le même homme blond avec un pull passer, ou plutôt s'enfuir. Mais il était tellement myope que son témoignage ne valait pas grand chose aussi. Quelques heures passent, on passe maintenant de 6 h du matin à 11 h. Un type fait son jogging. C'est un menuisier du coin qui se nomme Risto Sirène. Il a pour habitude de courir autour du lac pour faire son sport. Sauf que cette fois-ci, il va faire une découverte macabre. Sous le choc, il alerte la police immédiatement. Et voici ce qu'il a vu. Enja et son copain ont le crâne totalement enfoncé dû à un objet massif qui a percuté leur crâne plusieurs fois. Ils sont évidemment tous décédés. Leur toile de tente est totalement déchirée par le côté de l'extérieur. Mayla, elle est sur la tente, également morte à cause de 15 coups de poignard, visiblement un acharnement. Et son copain, Nils, lui, est allongé à côté d'elle, comme mort. Mais il survit, malgré le visage quasiment écrasé et le crâne fracassé. Envoyé immédiatement à l'hôpital, on constate que son os occipital a reçu un énorme choc. L'os occipital, c'est un os qui est derrière la tête, et si on tape un peu fort, eh bien, on meurt, tout simplement. Donc clairement, la personne qui a fait ça avait l'intention de tuer. Elle savait où taper. Et notamment, on peut penser qu'ils ont été pris par surprise, dans le dos. Son menton a également pris un énorme choc, visiblement dû à une énorme pierre. Ce qui est très important, c'est qu'aussi, on n'a jamais retrouvé les objets qui ont permis de les fracasser. Bon, Nils finit par se rétablir malgré des semaines d'hôpital et une probable lésion cérébrale. Le problème, c'est qu'après être arrivé sur la scène de crime, les enquêteurs ne prennent pas le temps de baliser la scène. Entre-temps, des passants et autres piétinent complètement la scène. Sauf que dans l'histoire, il y a cet homme blond un peu mystérieux qui a été aperçu par les 2 gars qui regardaient les oiseaux, justement. Mais alors,
Qu'est-ce qu'il faisait là? Qui était-il? D'ailleurs, au fil de l'enquête qui suit, 50 témoignages environ parlent de cet homme blond qui se baladait à cette heure-là dans cette zone. La police hypnotise même Niels, celui qui a survécu malgré sa commotion cérébrale, qui lui a causé un trou de mémoire de cette soirée. Mais évidemment, pas grand-chose en ressort. Mais quand même. Même le pêcheur qui a vu l'homme blond étrange sortir du campement ce matin-là est hypnotisé 6 ans plus tard pour essayer de lui soutirer des informations. Mais bon, on n'en tire rien de très spécial, sauf des dessins qui vont être quand même assez importants. On a réussi à faire un portrait robot d'après les descriptions qu'ils ont fait sous hypnose. Le matin même de la découverte, une battue est organisée dans la forêt alentour pour essayer d'attraper le suspect. 88 personnes sont interrogées, des badauds ou campeurs qui étaient là dans les alentours du lac. Et en fait, ce même matin, quand la police est arrivée sur les lieux, Niels, celui qui a survécu, décrit qu'un homme avec des yeux brillants habillé en noir et rouge s'est mis à courir vers lui et ses amis. Dans cette horrible scène, la police se rend compte qu'il y a eu des objets volés, notamment des vêtements et portefeuilles. Les clés des motos ont également été prises, mais pas les motos. À 800 mètres de la scène de crime, on retrouve également des objets qui ont été volés, dispersés un peu à droite à gauche. Avec des traces de sang qui portent les marques de chaussures de Niels, celui qui a survécu. On peut se dire que là, l'agresseur, il avait volé les chaussures de Niels et puis qu'il les avait mises. Mais bref, l'enquête piétine. Et c'est à ce moment précis que ça va devenir encore plus incroyable, digne d'un film, allant de rebondissement en rebondissement, de coïncidence en coïncidence. La police finit quand même par trouver des suspects potentiels, des gens bizarres du coin que voici. Suspect numéro 1, Paulie Luoma. En fait, ce mec avait été vu sur son vélo avec potentiellement le sac d'une des victimes. Il était également dans une forêt non loin de là, couvert de sang, comme le disent des gens qui l'ont vu. Lui était en fait un fugitif qui devait normalement faire un travail d'intérêt général. Mais visiblement, il était en fuite. Et là, on peut se dire, bingo, le mec, il a le sac d'une des victimes, il a du sang sur lui, c'est lui, on l'a. Sauf que, évidemment, sinon cette histoire ne serait pas aussi incroyable. Paulie avait un alibi en béton. Il a prouvé que cette nuit-là, il était très loin dans une autre ville, à Otaniemi. Donc, ça ne pouvait pas être lui, c'était sûr. Et en suspect numéro 2, et pas des moindres, on a Pentti Suoinen. Ah, le prénom finlandais, j'ai beaucoup de mal. Un pur psychopathe qui avoue littéralement que c'est lui qui a fait ça alors qu'il n'avait que 15 ans à l'époque des faits. En gros, le mec raconte qu'il faisait l'école buissonnière et puis qu'il allait buter des gens. Voilà. Le problème, c'est que lui était totalement mythomane et ses aveux ne valaient pas grand chose. Donc, gros doute, la police le met un peu de côté. Et on a également un troisième suspect qui s'appelle Valdemar Gillström. Lui, c'était aussi assez spécial et plutôt intriguant. Il tenait en fait un kiosque à journaux dans le bled d'à côté. On le connaissait comme le loup blanc. Déjà parce que c'est lui qui tenait le kiosque et qui vendait les journaux, mais surtout qu'il avait une haine viscérale contre les campeurs. Il n'hésitait pas à se montrer violent avec eux. Mais le plus troublant, c'est que derrière sa maison, en fait, dans son jardin, il avait un puits. Et quelques temps après les faits, il avait bouché ce fameux puits. Bon, paradoxalement, ce monsieur meurt en 69, non... Il meurt en 69. Non, en 1969. Hein, bon, paradoxalement, ce monsieur meurt en 1969, noyé dans le lac Bodom. Complètement bourré, il serait justement tombé à l'eau. Juste avant de se noyer, et toujours sous l'emprise de l'alcool, il aurait tout avoué à son voisin, que c'était lui le coupable, et qu'il avait tué tous ces jeunes. Mais sa femme assure à la police que cette nuit-là, il est resté avec elle. Bon, sauf qu'un peu plus tard, sa femme a avoué qu'apparemment, il l'aurait menacée de mort, en fait, si jamais elle disait la vérité à la police. Bon, déjà, on se retrouve avec 2 personnes qui avouent le crime. C'est chelou. Mais attendez, c'est pas terminé, parce que le plus étrange reste à venir. On a maintenant un troisième suspect qui s'appelle Hans Assmann. Son prénom en anglais, ça veut vraiment dire l'homme cul. Hein. Bon. Le 6 juin 1960, donc 2 jours après les faits, il est conduit à l'hôpital avec un comportement très étrange et des taches rouges sur ses vêtements. Hans était né en Allemagne, il était blond avec les cheveux longs. En fait, ce mec, c'était encore plus bizarre. Certains disent qu'il serait un agent du KGB. Le chef de la police était convaincu que c'était même un tueur en série. Un ancien nazi devenu agent secret pour le compte des soviétiques. On sait pas trop, c'est un mec bizarre. Alors pourquoi il est arrivé à l'hôpital, 2 jours après les faits, maculé de rouge avec un comportement étrange? Eh bien en fait, le rouge sur ses vêtements, ce serait potentiellement de la peinture. Visiblement, il peignait sur un chantier et picolait en même temps. Il a commencé à avoir mal au ventre et est allé à l'hôpital. D'où son comportement bizarre et les taches rouges sur lui. Sauf que c'est encore plus sombre. C'est sombre dans le sombre tout le temps cette histoire, c'est fou. De plus, le soir des faits, il a un alibi solide. Il était chez sa maîtresse et a été vu avec elle. Impossible, d'après la configuration des lieux, de quitter l'établissement, j'allais dire, mais la maison de sa maîtresse sans qu'on le voit. Ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que la police n'a pas
prélever ses vêtements en fait pour voir ce que c'était réellement. En fait, ils étaient sûrs que c'était de la peinture, sauf que des médecins affirmaient que c'était bien du sang. Là aussi, comme je vous ai dit, grosse zone d'ombre. On a aussi le suspect bonus. Oui, on peut le dire. Hein. On est à l'enterrement des victimes. Moment solennel, lourdeur dans le public. La presse est là, elle prend des photos. Et justement, sur l'une de ces photos, on peut voir un homme étrange qui ressemble trait pour trait au portrait robot. Évidemment, on n'a jamais retrouvé ce monsieur et ça reste un mystère de savoir qui il était. Ça, c'est vraiment con. Mais il y avait aussi deux pêcheurs qui, eux, justement, pêchaient sur le lac lors de la nuit des faits. Étrangement, ils avaient abandonné cette nuit-là leur canne à pêche sur la rive. On n'a jamais entendu parler d'eux après. Vous voyez maintenant la globalité des choses, mais maintenant faisons un grand saut en avant de 1960 à 2004. Rebondissement inattendu. Niels, le seul survivant, est maintenant un vieux monsieur. C'est-à-dire que 35 ans plus tard, après cette histoire, le mec est quasiment en déambulateur. Il voit la police débarquer chez lui pour l'arrêter comme principal suspect dans cette affaire. Le procès débute en 2005. Le procureur pense que, sous l'emprise de l'alcool, le mec aurait totalement pété un plomb après une bagarre perdue et des avances refoulées par l'une des filles, et donc il serait passé à l'acte et aurait zigouillé tout le monde. Ça fait beaucoup quand même. Dans la salle d'audience, ambiance hyper glauque. L'une des tantes est remontée pour reconstituer les faits. En fait, il est surtout accusé car avec l'évolution de la science et notamment la possibilité d'analyser l'ADN, eh bien on ne trouve aucun autre ADN sur les vêtements que celle des 4 campeurs. Vous me direz que cette accusation n'a pas vraiment de sens si elle se base seulement là-dessus. Eh bien, je serais d'accord avec vous. Et finalement, Niels est totalement blanchi après avoir vécu, encore une fois, l'enfer de cette histoire. Et surtout, la prison pour rien. Je crois qu'il a passé presque 1 an, voilà, dans l'attente de son procès. Il obtient même presque 45 000 € de dédommagement pour la prison. Aujourd'hui, en 2024, personne ne sait qui a fait ça. En 2016, un politicien du coin a même publié un livre qui affirme que la population dans les environs était persuadée que c'était le vendeur de journaux qui avait fait ça. Sauf qu'aujourd'hui, la vérité, mes chers compatriotes, c'est que personne ne sait vraiment qui est le coupable. C'est comme un Cluedo, mais dans la réalité. Faut savoir que cette affaire, c'est l'un des plus grands mystères en Europe, hein. On ne sait toujours pas qui est le coupable. Et elle dure depuis extrêmement longtemps. Et moi, je sais que vous, dans les commentaires, vous allez être capable de savoir qui a fait ça. Je le sais. Je sais qu'on peut le faire grâce à l'intelligence collective. J'en suis persuadé. Pensez à vous abonner, laissez des petits pouces si vous avez apprécié. On se dit à la prochaine, et j'espère qu'on va enfin trouver le coupable. Au revoir.